Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Vous publiez La guerre sans l'aimer, le journal de la guerre de Libye dont vous avez été acteur. On va parler de ça, parler d'initiative de Genève qui vous fait revenir en Suisse. Ce livre d'abord, je crois que vous en avez écrit depuis 40 ans à peu près. Oui. Celui-ci est différent. Il est différent parce qu'il résume tout, parce que c'est une sorte de... Je ne suis pas à l'heure des bilans, mais c'est quand même un bilan de ma vie. Première fois où je parle de mon grand-père, qui était un berger quasi illettré, qui amenait des troupeaux de l'Algérie au désert marocain. Première fois où je parle, je crois, avec autant de sincérité du passé de français libre de mon père et de la manière dont il m'a façonné. Et puis cette affaire de Libye, elle était importante pour moi parce que j'ai passé ma vie entière à être abonné aux causes perdues. Le Darfour, c'est une cause perdue. La Bosnie, c'était une cause perdue. Le conflit israélo-palestinien, la paix israélo-palestinienne pour laquelle je milite depuis 40 ans, à l'heure où nous parlons, c'est encore une partie perdue. Et cette fois, ça marche. Voilà. Donc ce livre, il reprend un peu en écharpe ces 40 années de combat pour la paix qui ont été ma vie, avec ce succès. Il faut rappeler la scène première. Vous amenez les gens du CNT, les opposants à Kadhafi, qui ne sont rien pour l'instant. Vous les amenez dans le bureau de Nicolas Sarkozy et l'histoire commence. Voilà, l'histoire commence. Je les rencontre en effet à Benghazi, la ville menacée par Kadhafi. Personne n'a vraiment pris acte de leur... Je les rencontre le jour de leur formation, le jour où ils s'instituent en conseil de transition. Je les rencontre. Il se passe quelque chose, d'abord une relation de confiance, je crois, réciproque. J'appelle le président de la République depuis un téléphone pourri, un Touraya, cet appareil que connaissent bien les reporters de guerre. Mais moi, comme je suis un mauvais reporter, j'ai un mauvais téléphone qui coupe toutes les 45 secondes. Et là, il y a des scènes très drôles, parce que c'est une des particularités du livre. Vous qui n'étiez pas connu pour votre humour, souvent on disait Bernard-Henri Lévy n'a pas d'humour. Là, on s'amuse. C'est-à-dire, il y a des scènes évidemment tragiques, très touchantes, on y reviendra, mais aussi des scènes drôles, notamment avec Sarkozy, quand vous lui parlez avec ce téléphone pourri. Ce téléphone dont je m'aperçois qu'il a une autonomie de 45 secondes. Ouais. Donc toutes les 45 secondes, il coupe. Donc je reste, on coupe sur une phrase qui me donne à penser que Sarkozy refuse de les recevoir. Et puis, malentendu, je rappelle 5 minutes après, en vérité, je m'étais trompé. Et puis ce jour-là, j'ai un mal de crâne terrible, mal de crâne probablement lié à l'absurdité de cette situation, être au bout du monde, en train d'essayer d'appeler un président de la République pour lui proposer de recevoir les représentants d'un pouvoir rebelle, à l'époque ni fait ni à faire. Avouer qu'il y a quelque chose de surréaliste dans la scène, il y a de quoi en avoir la migraine. Donc voilà, je raconte la scène comme elle est drôlatique, elle est tragique et drôlatique. La guerre débute en mars, on se souvient tous de ce fameux samedi où la France a bousculé la communauté internationale, a bombardé plus vite que la musique, si j'ose dire. À peine. Nous sommes en novembre, c'est allé très très vite. La morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est d'abord qu'un petit pays comme la France peut encore avoir un grand rôle et peut conduire la communauté internationale. La morale, c'est que dans un petit pays comme la France, des individus peuvent changer la face des choses. Nicolas Sarkozy était soutenu par très peu de gens. Il n'était pas soutenu par sa majorité, qui ne se voyait pas très bien qu'est-ce qu'il allait faire dans ces lointaines contrées arabes, soutenu du bout des lèvres par la gauche qui n'attendait que l'occasion de le voir se casser la figure, pas soutenu par l'opinion en général, les intellectuels, on n'était pas très nombreux. Voilà, donc un individu, lui, quelques-uns autour de lui, peuvent faire l'histoire. Contrairement à ce qu'on croit, on croit toujours que c'est seulement les peuples ou les grandes structures immobiles. Non, des individus. Le rôle personnel existe. Il y a un moment assez drôle, encore un, où vous dites à Sarkozy au téléphone, c'est personnel maintenant entre Kadhafi et lui. Oui. Ça peut compter, ça? C'est ça qui a joué d'un bout à l'autre. C'est pas non seulement. Vous dites c'est comme dans les polars, quand on dit c'est devenu personnel. Comme dans les westerns, absolument. Non seulement ça peut compter, mais ça a compté. Oui, la volonté. Bon, il y avait ma volonté à moi, d'une part bien sûr, mais il y avait surtout celle de ce président de la République qui passait
pour versatile, amateur de coups, changeant d'avis. Là, il a fait montre d'une ténacité assez extraordinaire. Et il y a dans ce livre, un journaliste les a comptés récemment, je crois qu'il y a 45 ou 46 conversations entre le président et moi, des conversations face à face ou au téléphone. Et j'ai été témoin de cette incroyable suite dans les idées et de sa solitude. Plein de fois, je le vois avec des Libyens, parce que je ne lui amène pas seulement le CNT, je lui ai amené ensuite des chefs militaires, les gens de Misrata, les gens des montagnes berbères. Il y a eu plusieurs moments où je l'ai vu en face des Libyens. Et les Libyens, qui étaient des hommes merveilleux, d'une courtoisie infinie, ils avaient une manière chaque fois de remercier le président de la République et à travers lui la France. Et à travers lui ce glorieux pays qui leur apportait leur soutien. Et Sarkozy leur disait toujours, mais attendez messieurs, ne rêvez pas, il n'y a pas le pays derrière moi, ne vous méprenez pas. Le pays, oui, bien sûr, il vous soutient, mais enfin, pas autant que vous le croyez. Manière de leur dire, à l'origine de cette guerre de libération, il y a une poignée d'hommes, quelques chefs militaires français, quelques grands militaires, le président de la République, son ministre des Affaires étrangères, quelques journalistes, quelques intellectuels. Bernard-Henri Lévy, on peut entrer dans cette histoire de plusieurs manières. Les personnages, une galerie de portraits, alors vous avez cité votre grand-père, votre père, vous, Sarkozy, Kadhafi. Prenons-les, ces personnages. Kadhafi d'abord. Est-ce qu'il y a une fascination de Kadhafi? Vous écrivez, vous guettiez comme beaucoup d'entre nous les images de Kadhafi. Quand il était encore vivant, chacune de ses apparitions faisait encore événement. Il vous a fasciné? Non, moi, il ne m'a pas fasciné. Il a fasciné des personnages de mauvaise qualité, en général. Il a fasciné, je me souviens, Roland Dumas, qui avait convaincu François Mitterrand d'affréter un avion pour aller déjeuner avec lui en Crète. J'ai toujours trouvé ça, par exemple, d'une grande obscénité. Il fallait avoir l'âme bien frelatée, ce qui n'était pas le cas de François Mitterrand, mais ce qui était le cas de son ministre des Affaires étrangères de l'époque, pour avoir cette fascination pour cet homme dont on savait que c'était un terroriste, un assassin, c'était un des pires dictateurs. Vous racontez des scènes assez extraordinaires où il vous envoie des émissaires pour essayer de retourner un peu les choses, très mafieux, des types bizarres qui vous approchent. À plusieurs reprises, à plusieurs reprises, je reçois, là encore dans des circonstances rocambolesques, dans le midi de la France, un personnage invraisemblable qui ne me dit pas vraiment qui il est, etc., mais qui vient donc de sa part et qui à travers moi propose aux Libyens, aux rebelles libyens et au président Sarkozy des portes de sortie. Mais tout ça, et c'est ça qui m'a fasciné chez Kadhafi, tout ça avec un aveuglement sur la réalité des choses incroyable. Le plus fascinant, c'est comment un homme, bon, paix à son âme aujourd'hui, mais comment un homme si puissant, si avisé, entouré de conseillers dans le monde entier, comment a-t-il pu jusqu'au bout ne pas voir la situation dans laquelle il s'était mis et le destin fatal vers lequel il s'acheminait. L'autisme des dictateurs, leur autisme, ça c'est un grand sujet, si j'ose dire, qu'on est en train de voir se répéter d'ailleurs en Syrie, et dont Kadhafi a offert une leçon de choses pitoyables. Autisme, mais courage tout de même, il n'a pas déguerpi comme un vulgaire Ben Ali ou d'autres, il est resté dans son pays. Bien sûr, il a eu une fin tragique. Les images de sa mort, on les a tous scrutées sur Internet. Il y a des vidéos absolument immontrables, celle de la morgue où les gens tiennent son cadavre, etc. On a tous été fascinés par ces images-là. Ah, moi j'ai été bouleversé. Vous savez, comme je l'ai dit le jour même d'ailleurs à mes amis libyens, la qualité morale d'un vainqueur se juge aussi à la façon dont il traite son vaincu. César a perdu le bénéfice moral de sa guerre des Gaules quand il a humilié Vercingétorix. Et ça, je l'ai dit beaucoup à tous les amis de Tripoli et de Benghazi que j'ai pu dans ces heures-là avoir au téléphone. Et pour moi, la mort de Kadhafi, c'était un mauvais signe. Ceausescu, Saddam, est-ce que c'est pas l'histoire qui est comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas finir comme ça? Ou bien c'est la fin, ou bien c'est le commencement. Si c'est la fin de l'âge barbare, mon livre se termine là-dessus, sur cette scène-là, et sur les réflexions qu'elle m'inspire. La réflexion principale étant, si c'est la fin des âges anciens, si c'est la dernière goutte de venin que le kadhafisme avait instillé à cette société et qui se retourne contre lui, c'est une chose. D'accord. Enfin d'accord, ça reste horrible. Si en revanche c'est l'acte de baptême du nouvel ordre, ça c'est pas bon.
Et puis, Saïf al-Islam, ce sont des images de cette semaine, elles sont très impressionnantes. Hein. Saïf al-Islam qui n'est plus du tout flamboyant, qui est un pauvre petit bonhomme avec les doigts un peu coupés. Saïf al-Islam. En les regardant, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé au portrait de lui que je brosse, si vous me permettez, je suis d'abord écrivain, donc au portrait de lui que je brosse dans mon propre livre. Et en regardant ces images avec vous tout à l'heure, je mettais face à face, en effet, cet homme pitoyable, drapé dans une sorte de burnous, avec des yeux affolés, des yeux d'enfant perdu, d'enfant monstrueux, enfin redevenu enfant quand même, avec l'autre portrait, celui que moi j'ai connu, auquel j'ai pensé, qui est cette espèce de puissant du monde, de rich and beautiful, ami des plus grands. Très bien introduit, hein, très bien introduit dans la London School of Economics. Qui donnait des fêtes dans des grands hôtels des Bahamas ou d'ailleurs où la jet set du monde entier se pressait, les plus grands banquiers, les hommes politiques les plus influents. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment, là aussi, de la tragédie, mais au sens grec ou shakespearien, grandeur et décadence. Vous entrez dans le détail de la vie, hein. Vous parlez de sa maîtresse britannique, en disant même, il était, paraît-il, amant attentionné, homme très élégant, cultivé, etc. Et en même temps, redevenu tribal, le fils de son père. Pour moi, c'est Saïf al-Islam, le dernier fils Kadhafi, c'est l'énigme de cette affaire. Oui, c'est l'énigme de cette affaire. Comment cet homme qui parce qu'il avait tellement d'amis puissants dans toutes les sphères et dans tous les pays du monde, y compris dans votre pays et dans le mien, tellement d'amis puissants que jusqu'à l'avant-dernière minute, il avait le choix. Il lui suffisait de dire pouce et il avait toutes les exfiltrations possibles et imaginables. Il devenait banquier d'affaires à Londres ou à New York. Il devenait roi Farouk ou fils de roi Farouk. Bref, 1000 destins possibles. Là aussi, c'était personnel. Il vous appelait Lévi d'Arabie, de manière ironique. Hein, il vous détestait. Il me détestait, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'invectivait à plusieurs reprises, en boucle, oui, à la télévision officielle libyenne. Il avait... oui, je crois qu'il avait perçu le rôle qui avait pu être le mien dans la détermination, dans la décision par la France d'entrer. Donc bien sûr qu'il me voyait comme un ennemi personnel, mais moi pas. Moi je le voyais comme un dictateur. Je le voyais comme quelqu'un qu'il fallait écarter du pouvoir, mais pas comme un ennemi personnel. La Suisse, pardonnez-moi, les a connus de près. C'est Hannibal Kadhafi qui torturait ses domestiques. Ça a coûté une des pires heures de la diplomatie suisse. Cette torture des domestiques, c'était pas anecdotique. Hein. Ils avaient une cruauté totale. Cruauté totale et à tous les niveaux. Ils étaient capables de torturer leurs domestiques et ils étaient capables de rassembler 1200 prisonniers dans la prison d'Abu Salif à Tripoli et pour l'exemple de les mitrailler et de les liquider sans rendre les corps aux familles. Ils étaient capables de torturer un domestique dans des chambres d'hôtel ou de les frapper et ils étaient capables, ça je l'ai vu dans tout mon itinéraire, mon premier voyage en Libye entre la frontière égyptienne et Benghazi, dans tous les villages, il y avait des murs éclaboussés de sang. C'était le sang des victimes, pour l'exemple, qu'ils avaient fusillé. Donc, c'était des dictateurs caliguliens, des dictateurs capricieux, sans vraie rationalité. Et c'est sans doute, enfin, je ne sais pas si c'est les pires, mais enfin, c'est une catégorie de dictateurs qui est particulièrement effroyable. Donc, l'énigme Saïf, c'est qu'en même temps, il était un peu, j'étais venu vous en parler ici, comme l'assassin de Daniel Pearl, cet autre Anglais d'origine pakistanaise. Il était cultivé, formé en Occident. Il était formé en Occident, les meilleures écoles, même s'il avait un peu acheté son diplôme, complètement dans cette haute société européenne. Et puis au moment décisif, son père lui dit « Tais-toi et plie et meurs avec moi ». Et il accepte de mourir avec lui. Et il y a là quelque chose qui n'est pas grand, parce que ça, on n'est jamais grand quand on est un dictateur, mais qui est quand même très très mystérieux et qui en dit long sur la condition humaine et sur la façon dont l'antique loi du sang et de la race peut, entre guillemets, peut venir contrarier le vernis de civilisation, voilà, le vernis de culture. Personnage clé, pivot, central, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy. Alors, vous n'avez pas voté pour lui hein, en 2007, vous ne voterez pas pour lui non plus. Non, sûrement pas, parce que je sais... Parce que voilà, sûrement pas. Mais de fait, dans cette affaire, alors vous les avez pratiqués tous. Hein, il y a une scène très drôle avec Giscard où vous racontez son côté un peu mécanique, où il consacre le même minutage à chacun de ses invités. Mitterrand,
que vous aviez attiré vers la Bosnie, mais qui a beaucoup résisté. De ce point de vue-là, Sarkozy a été le meilleur? Oui. Oui, bien sûr. Il a fait. En effet, là, je me retrouve à un moment donné face à lui, comme nous sommes là, dans son bureau, et je me repasse en accéléré toutes les images de mes précédentes rencontres avec des précédents présidents dans la même place. C'est le même bureau, c'est comme un film en accéléré, un film comique presque. Alors je vois Giscard, je vois Mitterrand, je vois Chirac, ils avaient chacun leur style, chacun leur manière d'établir la distance. Vous vous tutoyez, hein, c'est le plus naturel de tous. Oui, je le tutoie, mais en même temps, il est moins familier que Chirac. Chirac avait une manière, quand vous veniez le voir pour lui parler de l'Afghanistan, de se lever, de vous proposer un verre d'eau, il surjouait si vous vouliez pas la des cordialité. cacahuètes. Oui, si vous il m'avait offert des cacahuètes. C'était extrêmement sympathique. D'ailleurs, j'avais oublié de débrancher mon téléphone. Il s'était mis à sonner, ce qui était vraiment très, très impoli de ma part. Avec une immense courtoisie, il m'a dit mais non, prenez, ça peut être important. Bref, non, Sarkozy était probablement moins familier que Chirac, malgré le tutoiement. Et puis en même temps, moins marmoréen que Mitterrand, qui lui mettait entre son visiteur et lui, mais surtout entre la cause, la Bosnie, et lui, le maximum de distance possible. Une intensité chez Sarkozy. Hein. Vous notez des petites scènes, par exemple, quand il est à Tripoli, sa jambe qui bouge, hein, quelque chose de très juvénile, de très intense. Oui. Ce que j'ai noté chez Sarkozy, vous savez, il y a ce grand historien américain d'origine allemande qui est mort il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Ernst Kantorowicz, qui avait fait un livre qui s'appelait Les deux corps du roi. Il y a un roi, un prince, même dans les démocraties, il a un corps charnel, banal, ordinaire, et puis il a un corps subtil qui est la part souveraine. Alors il y en a, Sarkozy, au début de son mandat, il n'y avait pas de corps subtil, il n'y avait que du corps charnel. Trop de chair, trop de passion, trop de désir, trop d'humanité. Et là, ce qui m'a frappé, il a la dualité des deux corps en lui. Et quand je le vois à Tripoli, c'est très étrange en effet, le visage est présidentiel, le visage porte cette marque de la souveraineté selon Kantorowicz, et puis il lui reste en effet un battement de jambes, une impatience, il lui reste quelque chose de ce trop jeune président qui ne s'était pas fait encore à sa présidentialité dans les premiers mois. Alors ça vaut pour Sarkozy, ça vaut peut-être pour votre actuelle présidente ou votre prochain président. Voilà, non, je l'observerai. Ouais. Je l'observerai. Bernard Lévy, ça vaut pour tous les présidents. Les personnages, c'est le premier personnage que vous avez mentionné dans cet entretien, c'est pas indifférent, c'est votre grand-père. Alors ça, c'est une des plus belles pages qui soit, où vous décrivez cet homme qui était très loin de vous, hein, bénissaf, éleveur de moutons, mourant dans le désert. Oui, d'abord c'est la preuve qu'en effet, contre tous les préjugés dynastiques, contre tous les théoriciens de l'héritage éternel, on peut être un écrivain et être petit-fils de berger. Ça va très vite. Ça va très vite. Voilà, ça c'est une leçon, je crois, pour des tas de gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Mon grand-père était un berger, et encore une fois, ce qui est rare chez les Juifs, sachant à peine lire. Les Juifs. Il avait de la peine à signer, hein, je crois. Il avait de la peine à signer, voilà. Et en effet, je pense, oui, je crois, en tout cas, c'est une forte probabilité qu'il est mort dans un de ces paysages désertiques qui m'attire irrésistiblement pendant ce voyage en Libye. Le désert, c'est un des personnages du livre. Oui, hein. bien sûr. Et vous aimez même l'idée de cette mort où on se minéralise, hein, on ne pourrit pas, il n'y a pas de verre, pas de larmes. Oui, il y a je crois qu'il y a deux manières de mourir, ou bien on meurt en effet en devenant attaqué par les larves et devenant matière putréfiée à son tour, se confondant à la matière, ou bien on meurt au contact de l'infini, sorte de chair sèche, d'ossements tout de suite minéralisés. C'est la mort probable de mon grand-père. C'est pas une mort très française. C'est pas la mort selon Barès et selon Péguy, la tête dans les betteraves. Mais je crois que c'est comme si j'avais le choix. Je crois que c'est comme ça que j'aimerais mourir.
Ça aurait pu arriver. Vous avez pris quelques risques en Libye, comme d'autres, Ça comme aurait pu d'autres arriver, reporters. oui, comme d'autres, comme tous les reporters qui étaient dans Libye, pas plus, et peut-être pas moins. Peut-être un peu moins que, je ne sais pas. La Libye vous a ramené votre histoire personnelle, votre grand-père, votre père, qui était héros de guerre, à Monte Cassino, mais avant ça, détour par les déserts de Libye, il a été là aussi, Voilà, et vous le rencontrez. Oui, vous savez, quand on est embarqué dans une aventure pareille, cette aventure folle quand même que raconte ce livre, hein, c'est pas ordinaire pour un écrivain de se retrouver là à organiser, enfin à contribuer à l'organisation de cette guerre, à ramener en France des officiers, etc. On se demande quand même à un moment donné qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous attire là, qu'est-ce qui fait de ce désert libyen une sorte d'aimant pour votre conscience ou peut-être votre inconscient. Et il y a un ou deux Rosebud, oui. Il y a ce grand-père dont je vous parlais à l'instant, et il y a mon propre père, dont je comprends en Libye, une nuit, près de Tobrouk, qu'au fond, mon vrai maître, mon vrai modèle, c'était pas Hemingway, Malraux, Orwell, D'Annunzio, Romain Gary, mais que c'était lui, jeune Français libre, engagé volontaire dans la première division française libre, et dont je comprends qu'il a en effet foulé, il y a 60 ans, 67 ans, le même sable que moi, qu'il est passé par les mêmes lieux dits, qu'il a peut-être eu les mêmes angoisses, les mêmes peurs d'enfant, là encore. Et là, je comprends un peu mieux ce qui m'a follement attiré, pas au sens d'une attirance, mais au sens d'une attraction sur cette scène-là. Et de manière générale, sur le terrain des guerres, sur le terrain des événements, vous donnez en intégralité la citation de guerre de votre père, qui est très très élogieuse, hein, sur son très grand courage en Italie. On sent là qu'il y a quelque chose chez vous de très très profond. Hein. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on vit habité par des grands modèles qui sont généralement des morts. Hein. On est le tombeau de quelques morts, comme disait Baudelaire. Hein, je suis le tombeau de mon père. Moi, c'est comme ça que je me suis toujours vécu, comme depuis une quinzaine d'années, depuis qu'il n'est plus là, comme le tombeau de mon père. Et lorsqu'il était là, il était probablement l'instance à laquelle, enfin, ce qui faisait que parfois j'étais un peu plus grand que moi-même, ce qui faisait que parfois je m'exhortais à un peu plus de grandeur que la médiocrité d'une existence ordinaire, c'était sans doute la présence de ce père magnifique. Vous y pensez chaque jour ? Sans doute chaque jour, oui. J'ai eu un père magnifique, j'ai eu un père héroïque, et j'y pense beaucoup. Et dans des circonstances comme celle-là, lorsque je suis confronté au danger, à la peur de mourir, ou encore plus à la peur de la mort des autres, là, il est présent constamment. Il est comme un petit fantôme familier, un jeune fantôme maintenant, plus jeune que moi, dont je suis un peu devenu le père. Il est un petit fantôme familier qui ne me quitte pas. La guerre sans l'aimer, c'est une formule fulgurante de Malraux, hein, que vous avez reprise. Est-ce que c'est vraiment sans l'aimer ? Parce que justement, quand vous donnez la citation de guerre de votre père, qui est très belle, quand on vous lit, vous vous passionnez pour la chose de la guerre, hein, même l'envoi des hélicoptères, comment bombarder, etc. On a l'impression que vous aimez un peu la guerre. Non, je ne l'aime pas parce que vraiment. C'est pas une honte, il y a des Churchill, il y a des très grands hommes qui ont aimé la guerre. Mais vraiment, je ne l'aime pas parce que je crois au contraire que dans la plupart des cas, contrairement, il y a toute une littérature de guerre qui dit que les hommes se grandissent au combat, etc. C'est pas vrai. C'est souvent le cas quand même. Je crois que je vous ai entendu par exemple faire l'éloge des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale quand ils combattaient les nazis, les Britanniques. Il y a eu des moments. Oui. Voilà, ça fait lever les. Bien sûr, et même les aviateurs français qui ont détruit les premiers chars qui s'apprêtaient à détruire Benghazi, ils ont été grands. Mais la guerre en tant que telle, la scène de la guerre, c'est quelque chose d'affreux, où vous êtes moite de peur, où vous avez le corps au bord de lâcher, où vous avez le trouillomètre à zéro. Non. Est-ce que ça n'est pas forcément la guerre qui dénoue ? Vous êtes invité à Genève pour l'initiative de Genève, c'est Micheline Calmiret qui vous a invité. On a l'impression qu'au Proche-Orient, comme au Kosovo, comme en Bosnie, finalement, il n'y a qu'une guerre qui peut un jour dénouer les choses, non ? Non, ça dépend. Non. Il y a des cas. Vous savez, ce livre-là, c'est un récit, c'est un livre d'aventure, c'est tout ce qu'on voudra, mais enfin, c'est aussi un peu parfois une réflexion philosophique sur la guerre, et en particulier la guerre juste. Il y a quelques guerres justes, pas beaucoup. La guerre contre les nazis était une guerre juste. La guerre qu'il aurait fallu mener contre la Serbie était une guerre juste, et la guerre contre Kadhafi est une guerre juste.
C'est quoi les guerres justes? C'est très très rare. C'est quand il n'y a pas d'autre solution. Quand il n'y a pas, essentiellement ça d'ailleurs, quand il n'y a pas d'autre, quand tout a été tenté, toutes les voies du compromis, de la négociation, du verbe, de la parole, quand tout a été tenté, quand tout a échoué, et quand on s'aperçoit que seule une violence peut empêcher une violence beaucoup plus grande encore. Mais c'est très rare. Bernard-Henri Lévy, on a évoqué tous les personnages, de Kadhafi à votre grand-père, de Sarkozy. Vous, on a l'impression que vous avez changé. Je sais pas. Quand on parle d'humour, par exemple, on ne dit qu'il n'y a pas d'humour. Vous parlez de vos origines avec beaucoup de liberté, alors que c'est des sujets que vous n'abordiez pas volontiers. Non, mes origines, j'en parlais volontiers. Non, ce qui est vrai, c'est que dans ce livre, je parle de moi-même, de manière peut-être plus sincère et plus intime que dans d'autres livres. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que je n'écrirai sans doute jamais mes mémoires et qu'il y a dans ce livre... Non, je crois pas que vous tenez un journal, c'est vrai, oui, chaque jour, je tiens un chaque journal. jour que Dieu fait, chaque jour que vous le Dieu dictez. fait. Oui, mais c'est comme cette... Et qu'est-ce qui va devenir ce journal? Il y a un grand rabbin qui avait élaboré toute une théorie sur le livre publié, le livre caché, le livre brûlé. Et le livre le plus important étant le livre brûlé. Le journal que je tiens, il sera brûlé. Si je n'en ai pas l'usage. Le journal inutile de Morand qui avait été publié des décennies après, non? C'est pas possible. Mais bien sûr que non. Moi, j'ai une conception. Regardez, ce livre-là, il est tiré de mon journal, bien sûr. C'est des pages de mon journal. Mais est mis au rouet de l'écriture, de la littérature, transformé en quelque chose qui tout de même parle pas seulement à moi, mais j'espère à quelques-uns et peut-être à beaucoup. Et ça s'appelle la littérature. Donc un journal inutile, quelle horreur. Pour moi, c'est le contraire de ma conception des choses. Moi, si je publie un journal, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il peut avoir quelques enseignements pour mes contemporains et il est écrit en conséquence. Bernard-Henri Lévy, merci. On vous lira La guerre sans l'aimer chez Grasset. Merci beaucoup. Merci Darius.